Les matins commencent toujours de la même manière, par des articulations douloureuses et le craquement discret du parquet sous mes pieds. Moi, Hélène Dubois, 67 ans, veuve et ancienne professeure de lettres classiques au collège de Valbelle, j'ai depuis longtemps l'habitude de me réveiller aux premières lueurs du jour. C'est une habitude qui me vient du temps où mon Albert était encore en vie, et où nous devions nous lever tôt pour préparer le petit déjeuner des enfants avant l'école. Aujourd'hui, Albert est parti depuis 5 ans et les enfants sont grands depuis bien longtemps. Mais je me lève toujours à 6 heures du matin et je descends à la cuisine pour préparer mon thé. Le silence règne toujours le matin dans ce qui est désormais ma petite maison, en périphérie de Valbelle. Le silence, cependant, revêt de multiples formes. Parfois, il est douillet, propice à la réflexion, et parfois il est oppressant, un rappel du vide qui s'est installé depuis le départ de mon mari. Aujourd'hui, c'est mercredi, ce qui signifie que ma fille Léa arrivera cet après-midi avec ses 2 enfants, Victor, qui a 8 ans, et Chloé, qui en a 6. Léa travaille comme caissière au supermarché, et le mercredi, elle est de service le matin, alors elle me laisse les enfants. Honnêtement, le mot « laisse » donne l'impression qu'elle a le choix et qu'elle me consulte. En réalité, elle les amène et s'en va. Maman, ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? J'ai un travail et les enfants sont bien avec toi, dit-elle à chaque fois. Et que suis-je censée répondre? Que moi, une vieille femme fatiguée de courir après 2 enfants hyperactifs, j'ai mes propres projets. Quel projet une veuve retraitée peut-elle bien avoir? C'est ce que pense Léa. Et Olivier aussi. Olivier est mon fils, de 3 ans plus jeune que Léa. Il travaille comme employé dans une compagnie d'assurance, il est marié à Delphine, et ils viennent d'avoir un fils, mon 3e petit enfant. Le bébé n'a que 3 mois et ils l'ont appelé Léo, un prénom que Delphine a choisi, que je trouve un peu simple, mais elle le voulait ainsi. Je n'apprécie pas particulièrement ma belle-fille. C'est le genre de femme qui sait toujours ce qui est le mieux et qui n'hésite pas à le dire à voix haute, même à moi, Hélène. C'est elle qui raccourcit mon prénom comme si nous étions des amis de longue date. Tu devrais repeindre la cuisine, Hélène. Cette couleur est totalement démodée. Et changer les rideaux. Ils ont l'air si siècle dernier. Les rideaux datent effectivement du siècle dernier. Albert les avait choisis lorsque nous avons emménagé il y a 42 ans. Mais Delphine n'a pas besoin de le savoir. Je me sers une tasse de thé et m'assieds près de la fenêtre, regardant mon petit jardin. Lui aussi a besoin d'attention, avec les mauvaises herbes qui pointent entre les rosiers que j'ai plantés avec Albert. Je devrais désherber, mais mon dos n'est plus ce qu'il était. Olivier m'aidait pour ce genre de choses, mais depuis qu'il a épousé Delphine, il vient de moins en moins souvent, et quand il vient, ce n'est pas pour aider sa mère. Le téléphone sonne, interrompant mes pensées. C'est Léa. Maman. Salut. Écoute, je ne peux pas récupérer les enfants à 17 heures aujourd'hui comme d'habitude. On m'a demandé de rester jusqu'à 19 heures. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Je ne suis pas dérangée. Je ne suis jamais dérangée. Parce que dire non signifierait écouter des soupirs et des allusions sur la difficulté qu'elle a à élever seule ses enfants après son divorce avec ce vaurien d'Adrien. Bien sûr, Léa. Ne t'inquiète pas. Je réponds et l'entends expirer de soulagement. Merci, maman. Tu es la meilleure. Je les récupérerai vers 19 heures ou peut-être 20 heures s'il y a des embouteillages. Elle raccroche sans même me demander comment je vais ou si j'ai des projets pour la soirée. Quoique, quel projet une femme de mon âge peut-elle avoir? C'est ce que pensent mes enfants. Mais j'ai des projets. Ce soir, c'est le club de lecture à la bibliothèque et nous discutons d'un nouveau roman que j'ai lu la semaine dernière. La réunion commence à 18 heures. Maintenant, je vais la manquer. Je soupire et commence à préparer la maison pour l'arrivée des petits-enfants. Je mets les objets fragiles en hauteur. Je sors les jeux de société que je garde spécialement pour eux. Je prépare des sablés. Victor les adore. Vers 13 heures, tout est prêt. Et je m'assieds pour me reposer. Léa amène les enfants à 14h moins 10. Elle n'entre même pas dans la maison. Elle arrête la voiture au portail, laisse sortir les enfants et me fait un signe de la main. Maman, merci beaucoup. Je serai là à 19h ou un peu plus tard, et elle s'en va, me laissant avec 2 enfants énergiques qui courent déjà vers la maison. Mamie, crie Chloé en me serrant les jambes. Tu as fait des sablés? Bien sûr que oui, ma chérie. Ils sont dans la cuisine. Victor, sans dire un mot, me dépasse en courant directement vers la cuisine. Je l'entends ouvrir la boîte à biscuits. Victor, pas plus de 2 avant le dîner, je crie, mais je sais que c'est inutile. La journée se passe dans son agitation habituelle.
Victor et Chloé courent dans la maison, jouent dans le jardin, se disputent pour des jouets, se réconcilient, se disputent à nouveau. Je leur prépare le déjeuner, j'aide Victor avec ses devoirs, je lis une histoire à Chloé. À 18 heures, je me sens épuisée. Le club de lecture a déjà commencé sans moi, et Léa n'est toujours pas là. À 19 heures, le téléphone sonne. C'est encore elle. Maman, je suis désolée, mais je suis coincée. Il y a un accident sur la route principale, et la circulation est terrible. Je ne peux pas arriver avant 20 heures, peut-être même plus tard. Je soupire et dis que ce n'est pas grave. Les enfants ont déjà dîné et regardent des dessins animés dans le salon. Merci, maman. Tu es la meilleure. Léa arrive au début de 22 heures. Les enfants sont déjà endormis, Chloé sur le canapé et Victor dans le fauteuil. Je les ai couverts avec des plaids et je suis assise à côté d'eux en essayant de lire un livre, mais mes yeux se ferment de fatigue. Je suis désolée, maman, murmure Léa en entrant dans le salon. Ce trafic était un cauchemar. Je hoche la tête et l'aide à porter les enfants endormis jusqu'à la voiture. Elle ne me propose même pas de rester dormir, même s'il est tard et que je devrais me préparer à dîner toute seule, mais je ne me plains pas. Je ne me plains jamais. Après leur départ, je retourne dans une maison vide. Bien que fatiguée, je ne peux pas me coucher tout de suite. Je m'assieds près de la fenêtre et regarde le jardin nocturne, réfléchissant à ma vie. J'ai eu des rêves et des projets. Je voulais voyager, écrire des livres, peut-être même ouvrir une petite librairie. Mais ensuite, les enfants sont arrivés et tous mes rêves ont été mis de côté. Et maintenant que les enfants sont grands, tout ce qui me reste, c'est le rôle de grand-mère et de baby-sitter gratuite. Le samedi commence par un appel téléphonique. Cette fois, c'est Olivier. Maman, tu es à la maison? Je passerai dans 1 heure. J'ai besoin de te parler. Sa voix est tendue, et c'est ce qui m'inquiète. D'habitude, Olivier n'appelle que lorsqu'il a besoin de quelque chose. La dernière fois, c'était pour me demander de garder Léo pendant que lui et Delphine se rendaient à un événement d'entreprise. Je prépare du thé et des biscuits et je range le salon, même s'il est déjà propre. Olivier arrive exactement 1 heure plus tard, seul, sans Delphine ni le bébé, ce qui est étrange. Il profite généralement de ses visites chez moi pour donner à sa femme une pause du bébé. « Maman », dit-il en m'embrassant sur la joue. « Comment vas-tu » ? « Bien, merci, je réponds, même si mon genou me fait à nouveau mal et que ma tension est élevée. « Comment va Delphine ? Comment va le bébé ? » « Il va bien. » Il fait un geste impatient de la main comme pour écarter le sujet. « Maman, je voulais te parler d'une affaire importante. » Nous nous asseyons dans le salon. Je lui sers du thé, mais il ne touche même pas la tasse. Son regard erre dans la pièce, s'arrêtant sur les photos sur la cheminée, Léa et Olivier enfants, Albert dans le jardin, notre photo de famille du dernier Noël où il était en vie. « Mère, » commence enfin Olivier en me regardant droit dans les yeux. « Tu te souviens que Léo aura bientôt 100 jours ?» Je hoche la tête. Delphine prévoit une sorte de grande célébration. Elle m'a même envoyé une invitation imprimée sur un papier coûteux gaufré d'or. Delphine et moi avons beaucoup réfléchi à l'avenir de Léo, à son éducation, aux opportunités que nous voulons lui donner. Je hoche à nouveau la tête, ne sachant pas où il veut en venir. Tu vois, maman, nous avons décidé de créer un fonds en fiducie pour Léo afin de sécuriser son avenir, pour qu'il puisse avoir toutes les opportunités que je n'ai pas eues. Je regarde mon fils avec perplexité. Il a eu toutes les opportunités. Albert et moi avons travaillé dur pour payer ses études et celles de Léa. Albert prenait des quarts de travail supplémentaires à l'usine et je donnais des cours particuliers le soir. Olivier, tu as eu une bonne éducation. Tu as obtenu ton diplôme universitaire avec mention. Oui, bien sûr. Il agite la main avec impatience. Mais les choses sont différentes maintenant. Il y a plus de concurrence. Léo aura besoin d'une meilleure éducation, de meilleures opportunités. Je ne comprends toujours pas où il veut en venir. Et c'est pourquoi, maman, je voulais te parler de tes économies. Voilà. J'ai l'impression d'avoir été aspergée d'eau froide. Mes économies, l'argent que j'ai obtenu quand Albert et moi avons vendu notre maison après sa mort. J'ai déménagé dans une petite maison en périphérie de la ville et j'ai placé le reste de l'argent sur un compte. C'est mon filet de sécurité, mon avenir. Qu'en est-il de mes économies, Olivier ? Maman. Il se penche en avant, sa voix douce, persuasive. Tu n'es plus jeune. Tu n'as pas besoin de tout cet argent.
Et Léo est ton petit-fils, ta chair et ton sang. Je sens la colère monter en moi, mais je me retiens. Que suggères-tu exactement, Olivier? Donne tes économies pour mon bébé. Il le dit comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Nous créerons un fonds en fiducie au nom de Léo. Ce sera ta contribution à son avenir. Je regarde mon fils et je ne le reconnais pas. Quand est-il devenu comme ça? Quand a-t-il décidé qu'il pouvait simplement venir et exiger mon argent? L'argent qu'Albert et moi avons économisé toute notre vie. Olivier, c'est une demande sérieuse. J'ai besoin d'y réfléchir. À quoi y a-t-il à réfléchir, mère? Sa voix devient dure, impatiente. Tu ne dépenses pas cet argent de toute façon. Il dort sur un compte, et Léo en a besoin pour l'avenir. J'ai besoin d'y réfléchir, dis-je fermement. C'est une grande décision. Olivier soupire. Mais son visage redevient doux, persuasif. Bien sûr, mère, réfléchit Grec. Mais pas trop longtemps. Nous voulons annoncer la fondation lors de la célébration en l'honneur des 100 jours de Léo. Il se lève, m'embrasse sur la joue et part sans même toucher au thé et aux biscuits. Je reste assise dans le salon, fixant la porte fermée. Quelque chose dans le comportement d'Olivier m'alarme, son insistance, son impatience. D'habitude, il est plus réservé, plus raisonnable. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le soir, Léa appelle. « Mère », dit-elle sans me saluer. « Olivier a dit qu'il t'avait parlé de l'argent pour Léo. » Ils sont donc de mèche. Léa et Olivier ont discuté de mon argent dans mon dos. Oui, il était là aujourd'hui. Que as-tu décidé? J'ai dit que j'avais besoin de réfléchir. Léa soupire. Maman, à quoi y a-t-il à réfléchir? C'est pour ton petit-fils. Ne veux-tu pas qu'il ait un bon avenir? Et Victor et Chloé, je demande. Ce sont aussi mes petits-enfants. Il y a une pause. C'est différent, maman, dit enfin Léa. Léo a toute la vie devant lui, et cet argent ne fait que dormir. Tu ne vas pas le dépenser. Je sens la colère monter en moi. Mes enfants pensent qu'ils peuvent contrôler mon argent, ma vie. Ils ne me demandent même pas si j'ai mes propres projets pour cet argent. Ils ont simplement décidé qu'à mon âge, il ne peut y avoir de projet. J'y réfléchirai, Léa, dis-je, et je raccroche sans attendre sa réponse. Cette nuit-là, je ne peux pas dormir. Je suis allongée dans mon lit, fixant le plafond, pensant à ma vie, à la façon dont j'ai toujours mis mes enfants en premier, comment j'ai renoncé à ce que je voulais pour eux. Et maintenant qu'ils sont grands, ils ne me voient que comme une babysitter gratuite et une source d'argent. Quelque chose en moi se brise. Je ne peux plus vivre comme ça. Je ne peux pas les laisser m'utiliser. Je ne peux pas abandonner la dernière chose qui me reste. Mes économies, mon indépendance, mon avenir. Je sors du lit, me dirige vers mon bureau et sors un carnet. Je commence à écrire un plan. Un plan qui changera ma vie et peut-être celle de mes enfants. Un plan qui leur fera comprendre que je ne suis pas seulement une vieille femme qu'on peut diriger. Je suis Hélène Dubois, et je mérite le respect. Au matin, le plan est prêt. Je pose mon stylo et regarde par la fenêtre où le ciel commence à s'éclaircir. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens vivante, pleine de détermination. Le sentiment est enivrant et terrifiant à la fois. Mais je sais que je fais ce qu'il faut. Je ne me sacrifierai plus pour des enfants qui le prennent pour acquis. Il est temps de penser à moi. Il est temps de commencer à vivre pour moi. Et je sais par où commencer. Le lendemain matin, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. Il faisait encore sombre dehors, mais j'étais complètement éveillée. Mon esprit était en ébullition à cause des événements de la nuit dernière et de ma conversation avec Olivier. Ces mots résonnaient encore à mes oreilles. « Donne-moi tes économies pour mon bébé. » Pas une demande, mais une exigence. C'était comme si moi, sa mère, n'était qu'un coffre-fort d'argent qu'il pouvait prendre à sa guise. Je suis sortie du lit, grimaçant à cause de la douleur dans mes genoux, et je me suis dirigée vers la fenêtre. Le lampadaire éclairait le petit jardin que j'avais cultivé avec tant d'amour au fil des ans. Chaque buisson, chaque fleur me rappelait une période de ma vie. Les roses pour les premières années de mon mariage avec Albert. La lavande pour la naissance de Léa. Le jasmin pour l'arrivée d'Olivier. Ma vie a toujours tourné autour de la famille. D'abord mes parents, puis mon mari et mes enfants, maintenant mes petits-enfants. Où étais-je, moi, dans tout cela? Hélène Dubois. Pas une mère, pas une grand-mère, pas une veuve,
juste une femme avec ses propres rêves et désirs. Je suis allée à la commode et j'ai sorti la vieille boîte à bijoux où je gardais mes souvenirs. Parmi les photos jaunies et les bricolages d'enfants se trouvait un petit carnet à la couverture de cuir usé. Mon journal de voyage, que j'avais commencé à tenir avant mon mariage. Les premières et uniques pages étaient consacrées à un voyage en Espagne que j'avais fait à 21 ans. À cette époque, je travaillais comme gouvernante pour la famille d'un diplomate, et j'ai eu la chance de passer l'été dans une petite ville balnéaire près de Barcelone. C'est là que j'ai rencontré Delphine Tancrède, une jeune Française qui étudiait l'art. Nous sommes devenus rapidement amis malgré nos personnalités différentes. J'étais une Anglaise calme et réservée, et elle était une Française brillante et émotive. C'est peut-être pour cela que nous étions attirés l'une par l'autre. Après cet été-là, nous avons correspondu pendant des années. Je lui parlais de mon mariage, de la naissance de mes enfants, de ma carrière d'enseignante. Elle me racontait ses voyages, son travail dans des galeries, ses amours déçus. Peu à peu, les lettres sont devenues plus courtes et moins fréquentes, puis ont été remplacées par des cartes de Noël occasionnelles. La dernière est arrivée il y a environ 5 ans, peu après la mort d'Albert. Delphine écrivait qu'elle s'était finalement installée dans la ville espagnole même où nous nous étions rencontrés, qu'elle avait acheté une petite maison avec vue sur la mer et ouvert un petit atelier d'art. J'ai passé mes doigts sur l'encre délavée. Et si je lui rendais visite? Pas seulement une visite, mais y vivre pendant un certain temps, loin des enfants, loin de leurs exigences, loin du sentiment que ma vie ne m'appartenait pas. La pensée semblait si audacieuse, si hors de mon caractère que j'ai ri à voix haute. Une veuve de 67 ans qui quitte tout et part en Espagne. On dirait le début d'un roman à l'eau de rose. Mais plus j'y pensais, plus l'idée me semblait réelle. J'avais des économies, ces mêmes économies qu'Olivier avait si instamment réclamées. J'avais la santé, malgré la douleur à mes genoux et les pics occasionnels de ma tension artérielle. J'avais un passeport, que j'avais renouvelé 2 ans auparavant. J'avais prévu un voyage à Édimbourg pour un festival littéraire. Un voyage que je n'ai jamais fait parce que Léa m'avait demandé de garder les enfants à la dernière minute. J'ai été soudainement submergée par un sentiment étrange, un mélange d'excitation et de peur. Moi, Hélène Dubois, j'avais toujours été celle qui suivait les règles, qui mettait les besoins des autres avant les siens. Mais maintenant, en regardant le vieux journal, je réalisais que j'étais prête à changer cela. J'ai passé le reste de la matinée sur l'ordinateur qu'Olivier m'avait offert à Noël dernier. Pour que tu puisses voir des photos des petits-enfants sur les réseaux sociaux, avait-il expliqué. Au lieu de cela, j'ai cherché des informations sur les visas, le coût de la vie en Espagne et les locations. À midi, j'avais un plan approximatif. La première chose à faire était de contacter Delphine. J'ai retrouvé sa dernière carte postale et j'ai tapé un email, en essayant d'être brève mais honnête. Je lui ai parlé de ma situation, de la façon dont je me sentais utilisée par mes propres enfants, de leur demande de renoncer à mes économies. Enfin, je lui ai demandé si je pouvais rester avec elle pendant un certain temps, jusqu'à ce que je trouve mon propre logement. En envoyant la lettre, je me suis sentie étrangement soulagée, comme si j'avais fait le premier pas vers la liberté. Maintenant, je devais attendre une réponse et me préparer à un éventuel départ. Le même après-midi, Léa m'a appelée. Sa voix semblait tendue. « Maman, pourrais-tu aller chercher Victor à l'école demain? Ses cours se terminent à 14 heures et je travaille jusqu'à 17 heures. » Et Chloé? J'ai demandé, connaissant déjà la réponse. La mère de Jocelyn va la chercher. Elles vont à une fête d'enfants, donc tu peux juste récupérer Victor. J'allais dire non. Je voulais dire que j'avais mes propres projets, que je n'avais pas à m'adapter toujours à son emploi du temps. Mais au lieu de cela, j'ai entendu ma propre voix dire, « Bien sûr, ma chérie. Je vais le chercher. » Merci, maman. Je pouvais entendre le soulagement dans sa voix. Au fait, as-tu réfléchi à ce que disait Olivier? L'argent pour Léo. Voilà. La vraie raison de l'appel. Je réfléchis encore, Léa. Mais mère, il n'y a rien à réfléchir. C'est pour ton petit-fils. Et tes enfants? Je n'ai pas pu m'en empêcher. Ce sont aussi mes petits-enfants. Pourquoi l'argent devrait-il aller uniquement à Léo? Il y eut une pause. C'est différent, mère, dit enfin Léa. Léo est encore très jeune. Il a toute la vie devant lui. Et puis Olivier et Delphine ont un plan précis, créer un fonds en fiducie pour son éducation. Tu n'as pas de projet pour l'éducation de Victor et Chloé? J'ai demandé. Maman, tu connais ma situation,
dit-elle avec une pointe de blessure dans la voix. Depuis mon divorce avec Adrien, je dois compter chaque centime. Il paie à peine la pension alimentaire. Je ne peux pas prévoir quelque chose d'aussi cher qu'une école privée ou l'université. J'ai soupiré. Léa utilisait toujours son divorce comme excuse. Oui, Adrien ne s'était pas révélé être l'homme le plus fiable, mais cela faisait 4 ans. D'autres femmes divorcées s'en sortaient, trouvaient des moyens de subvenir aux besoins de leurs enfants. J'y réfléchirai, Léa, dis-je en essayant de garder une voix neutre. Je n'ai encore rien décidé. D'accord, elle était visiblement déçue. Alors, tu vas chercher Victor demain? Oui, 14 heures. Merci, maman. Tu es la meilleure. Après avoir parlé à Léa, ma détermination à partir n'a fait que se renforcer. Je devais agir vite, avant que les enfants ne se doutent de quelque chose. Le lendemain matin, je suis allée à la banque. Mon objectif était simple, retirer tout l'argent de mon compte. Pas un virement bancaire traçable, mais de l'argent liquide. C'était une somme substantielle, près de 150 000 euros, ce qui restait de la vente de la maison d'Albert et moi après avoir payé le nouveau logement et toutes les taxes. À la banque, j'ai été accueillie par une jeune femme au sourire amical. Comment puis-je vous aider? Je voudrais retirer de l'argent de mon compte, dis-je en essayant d'avoir l'air confiante. Combien souhaitez-vous retirer? Tout. Son sourire s'est un peu estompé. Tout le compte. C'est une somme assez importante, Madame Dubois. Puis-je vous demander pourquoi vous avez besoin de cet argent? J'étais préparée à cette question. Je prévois de l'investir. Mon conseiller financier m'a recommandé de meilleures conditions dans une autre banque. C'était un mensonge, mais ça semblait assez plausible. La jeune femme a hoché la tête, bien qu'il y eût du doute dans ses yeux. Je vois. Il nous faudra un peu de temps pour retirer une si grosse somme d'argent. Pouvez-vous attendre environ 30 minutes? J'ai hoché la tête et je me suis assise sur une chaise dans la salle d'attente. Mon cœur battait la chamade. Je n'avais jamais menti aussi effrontément auparavant, jamais fait quelque chose de ce genre, mais d'une manière étrange, cela me donnait de la force. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vivante, active, pas seulement à la dérive. 40 minutes plus tard, on m'a fait entrer dans un bureau séparé où le directeur, un homme d'âge mûr au regard attentif, m'attendait. Madame Dubois, commença-t-il. Je voudrais m'assurer que vous êtes pleinement consciente de ce que vous faites. Il y a des risques à retirer la totalité du montant en espèces. Je suis consciente de ces risques, ai-je répondu fermement. Puis-je vous demander pourquoi vous ne voulez pas faire un virement bancaire? Ce serait beaucoup plus sûr. Je préfère les espèces, dis-je en essayant de donner à ma voix un ton confiant. Et j'aimerais avoir l'argent aujourd'hui si possible. Le directeur m'a longuement regardé, mais je n'ai pas détourné les yeux. Finalement, il a hoché la tête. Très bien, Madame Dubois, nous allons préparer l'argent, mais je dois vous avertir, c'est une grosse somme. Vous aurez besoin d'un endroit sûr pour la garder. J'ai pris mes dispositions. Ai-je de nouveau menti? 1 heure plus tard, je quittais la banque avec un sac contenant toutes mes économies. C'était étrange de porter le résultat de toute une vie de travail et d'épargne. Je suis allée directement au bureau de poste où j'ai loué un coffre-fort. Pas l'endroit le plus sûr, mais beaucoup plus sûr que de garder autant d'argent à la maison. Laissant la plus grande partie de l'argent dans le coffre, je me suis dépêchée d'aller à l'école de Victor. En chemin, j'ai vérifié mes emails sur mon téléphone. Je n'avais pas encore de nouvelles de Delphine. Et si elle ne répondait pas ou si elle disait non? Alors je devrais chercher d'autres options, mais la décision de partir était mûre. Victor était heureux de me voir à la grille de l'école. Il a couru et m'a serré les jambes. Il était plus affectueux ces derniers temps. Peut-être sentait-il que quelque chose se passait. « Mamie, on peut aller au parc ?» a-t-il demandé alors que nous marchions vers l'arrêt de bus. « Bien sûr, mon chéri » ai-je accepté, décidant que toutes les autres choses pouvaient attendre. Au parc, Victor a nourri les canards et a couru autour de l'étang, et je me suis assise sur un banc et je l'ai regardé, si insouciant, si plein de vie. J'ai pensé à Léo, encore si petit, avec son fond en fiducie que ses parents voulaient tant pour lui, et à Chloé, qui à ses 6 ans montrait déjà un talent de dessin incroyable, mais Léa était trop occupée pour le remarquer. Mes petits-enfants, vais-je vraiment les abandonner? La pensée m'a fait grimacer, mais je me suis ensuite rappelé que je ne les abandonnais pas pour toujours. Je prenais juste une pause. Du temps pour moi.
Du temps pour que mes enfants réalisent que je ne suis pas seulement une ressource pratique, mais une personne avec ses propres désirs et besoins. Le soir, après avoir couché Victor, Léa était encore restée tard au travail. J'ai enfin reçu une réponse de Delphine. Elle écrivait dans un mélange d'anglais, de français et d'espagnol, aussi émotive et vive que jamais. Ma chérie, quelle surprise de recevoir une lettre de toi. Bien sûr, viens me voir. Ma maison est ta maison. J'ai une chambre d'amis avec vue sur la mer. Tu te réveilleras au son des vagues. Oh, Hélène, cela fait des années, mais je me suis toujours souvenu de toi. Ta gentillesse, ta retenue. Trop de retenue, si tu veux mon avis. À en juger par ta lettre, ces enfants ne t'apprécient pas du tout. Il est temps de leur montrer que leur mère n'est pas seulement un distributeur de billets et une baby-sitter. Viens vite, nous boirons du vin sur la terrasse et regarderons le coucher de soleil comme au bon vieux temps. J'ai lu la lettre plusieurs fois, sentant mes yeux se remplir de larmes. Delphine n'avait pas changé, toujours la même personne émotive, directe, solidaire, et elle m'attendait. J'avais un endroit où aller. Les 2 semaines suivantes se sont déroulées dans des préparatifs fébriles. J'ai acheté un billet d'avion pour Barcelone, et de là, je prévoyais de prendre un bus pour la ville balnéaire où vivait Delphine. J'ai commandé une nouvelle valise. L'ancienne tomberait en morceaux en chemin. J'ai emballé les choses les plus nécessaires, des documents, des photos. J'ai fait de mon mieux pour agir normalement. J'ai récupéré Victor à l'école les mardis et jeudis. J'ai préparé le déjeuner pour Léa quand elle est passée avec les enfants le dimanche. J'ai parlé au téléphone avec Olivier, qui insistait pour que je lui remette l'argent. « Mère, tu réfléchis toujours ?» demandait-il avec impatience. « La fête est déjà dans 3 semaines. Nous devons préparer les papiers. » J'ai presque pris ma décision, ai-je répondu. Et c'était la vérité. La décision avait été prise, mais pas celle qu'il attendait. 1 semaine avant le départ prévu, la chose que je craignais le plus est arrivée. Olivier est arrivé à l'improviste avec un dossier de documents. « Maman, j'ai apporté les papiers pour le fonds en fiducie », a-t-il annoncé depuis le seuil. « Il te suffit de les signer et nous transférerons l'argent sur le fonds immédiatement. » Olivier, ai-je commencé, sentant mon cœur battre la chamade. Je n'ai pas encore décidé. Qui a-t-il à décider, mère, m'a-t-il interrompu. C'est pour ton petit-fils. Tu ne vas pas dépenser cet argent à ton âge. À mon âge, ai-je répété, et quelque chose dans ma voix l'a fait taire. Qu'y a-t-il à propos de mon âge, Olivier? Eh bien, tu n'es plus jeune, mère. Tu n'as pas besoin de ce genre d'argent. Léo aura un avenir. J'ai regardé mon fils, un homme grand et confiant. Si semblable à Albert en apparence, mais si différent de caractère. Albert n'avait jamais été aussi possessif. Il respectait les limites des autres, les décisions des autres. J'y réfléchirai encore un peu, dis-je fermement. Maintenant, si ça ne te dérange pas, j'ai un rendez-vous chez le médecin. C'était un mensonge, mais Olivier n'a pas insisté. Il a laissé le dossier sur le bureau et est parti en marmonnant quelque chose sur l'entêtement sénile. Après son départ, je me suis assise à table et j'ai longuement fixé le dossier. À l'intérieur se trouvait un plan pour me priver de mes économies, de tout ce qui me restait de ma vie avec Albert. Tout cela sous le prétexte de se soucier de l'avenir de Léo. Ce soir-là, Léa a appelé. « Mère, Olivier dit que tu as encore des doutes », a-t-elle commencé sans préambule. « Pourquoi es-tu si têtue ? C'est pour Léo. » « Et Victor et Chloé ?» j'ai demandé à nouveau. « Ce sont aussi mes petits-enfants. » « Maman, on en a déjà parlé. C'est différent. Olivier et Delphine ont un plan précis. Tu n'as pas de plan pour l'éducation de tes enfants. Maman, tu connais ma situation après mon divorce avec Adrien. C'est toujours la même chose. Toujours les mêmes excuses. Léa, les jeux interrompus. Je n'ai pas encore pris de décision. Donne-moi du temps. Mais maman. Donne-moi du temps, Léa, ai-je répété fermement. Après avoir parlé à ma fille, j'ai vérifié à nouveau mon plan. Le billet d'avion était acheté pour le mardi suivant. Delphine a confirmé que la chambre était prête pour moi. J'avais déjà emballé la plupart des choses que je prévoyais d'emporter et j'avais caché ma valise dans le placard. Le plus difficile était d'écrire ma lettre d'adieu. Je suis restée longtemps assise devant la feuille de papier vierge, ne sachant pas comment expliquer ce que j'avais fait. Je ne voulais pas accuser. Je ne voulais pas blesser, mais il n'y avait pas de sens à cacher la vérité non plus. La lettre était courte.
Chers Léa et Olivier, au moment où vous lirez ceci, je serai loin. J'ai décidé de prendre une pause de notre vie commune et de vivre pour moi-même. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis en sécurité et en bonne compagnie. Quant à l'argent qui vous préoccupait tant, il est avec moi. J'ai décidé de le dépenser pour moi, pour ma nouvelle vie. C'est peut-être égoïste, mais après toutes les années que j'ai passées à m'occuper des autres, j'ai gagné le droit d'être égoïste. N'essayez pas de me retrouver. Quand je serai prête, je vous contacterai moi-même. Avec tout mon amour, votre mère. Après avoir relu la lettre, je l'ai pliée soigneusement et l'ai rangée dans le tiroir de mon bureau. Encore quelques jours et un nouveau chapitre de ma vie commencerait. La vie d'Hélène Dubois. Pas une mère, pas une grand-mère, pas une veuve, juste une femme qui avait enfin décidé de vivre pour elle-même. Le mardi matin était étonnamment ensoleillé pour Valbelle. Les rayons traversaient les fins rideaux de ma chambre comme pour m'encourager. Aujourd'hui, c'est le jour, Hélène. Ne recule pas. Je me suis réveillée tôt, bien avant que le réveil ne sonne. Le sommeil s'est dissipé instantanément, laissant place à un mélange d'excitation et de peur. Aujourd'hui, je vais faire la chose la plus audacieuse que j'ai jamais faite de ma vie. Aujourd'hui, j'allais disparaître. Mon vol était prévu pour 14h30, mais je prévoyais de quitter la maison à 9h du matin. Je devais récupérer l'argent du coffre-fort, puis prendre un taxi pour l'aéroport. Tout était prêt. Valise faite, documents vérifiés plusieurs fois, billets imprimés. Je me suis levée, j'ai pris une douche, bu un thé. Mes mouvements étaient mécaniques, comme si ce n'était pas moi qui contrôlais mon corps, mais un programme. C'était une sensation étrange de réaliser que dans quelques heures, je quitterais cette maison, ce pays, ma vie familière. À 8h, j'ai sorti la lettre que j'avais écrite aux enfants et je l'ai posée sur la table de la salle à manger, à l'endroit le plus visible. Une fois de plus, je l'ai relue. Chers Léa et Olivier, au moment où vous lirez ceci, je serai loin. J'ai décidé de prendre une pause de notre vie commune et de vivre pour moi-même. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis en sécurité et en bonne compagnie. Quant à l'argent qui vous préoccupait tant, il est avec moi. J'ai décidé de le dépenser pour moi, pour ma nouvelle vie. C'est peut-être égoïste, mais après toutes les années que j'ai passées à m'occuper des autres, j'ai gagné le droit d'être égoïste. N'essayez pas de me retrouver. Quand je serai prête, je vous contacterai moi-même. Avec tout mon amour, votre mère. Chaque mot résonnait de douleur, mais aussi de détermination. Je réalisais que j'allais causer de l'anxiété à mes enfants, peut-être même de la douleur. Mais pensait-il à mes sentiments quand il prévoyait de prendre la dernière chose qui me restait de ma vie passée? À 8h30, le téléphone a sonné. Léa. Maman, peux-tu aller chercher Chloé à la garderie aujourd'hui? J'ai un entretien pour un nouveau poste et Victor est récupéré par une voisine avec son fils. J'ai fermé les yeux. C'était ça. Le test final de ma résolution. Je suis désolée, Léa. Je ne peux pas ce soir, ai-je dit, surprise de la fermeté de ma voix. Comment ça, tu ne peux pas? Il y avait une pointe d'irritation dans sa voix. Tu as des projets? Oui, ai-je répondu simplement. J'ai des projets. Quels projets? Maintenant, elle n'essayait même plus de cacher son irritation. Maman, c'est un entretien d'embauche important. Je peux enfin obtenir un vrai travail. Tu ne peux pas m'aider. Pendant un instant, j'ai failli céder. Des années de complaisance, de mettre les besoins de mes enfants avant les miens, prenaient le dessus. Mais je me suis souvenu de la demande d'Olivier pour l'argent. Ces mots sur mon âge, la négligence de Léa envers mon temps. Je suis désolée, Léa, mais non. Tu devras trouver une autre option. Maman, s'est-elle exclamée. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as jamais agi comme ça avant. Je commence juste enfin à vivre ma vie, ai-je dit et j'ai raccroché, en disant au revoir. Mes mains tremblaient, mais ma résolution ne faisait que grandir. J'ai éteint le téléphone, sachant que Léa rappellerait, peut-être même demanderait à Olivier de m'appeler. Qu'il pense que le téléphone était en panne. À 9h, pile à l'heure, j'ai quitté la maison avec ma valise. Une voisine, Madame Fournier, arrosait les fleurs dans son jardin et m'a regardé avec surprise. « Vous partez, Hélène ?» a-t-elle demandé. « Ah, oui, un petit voyage », ai-je répondu avec un sourire. « Il est temps de se dégourdir les vieilles jambes. »« Vous avez raison », a-t-elle acquiescé d'un signe de tête approbateur. « Il est grand temps. Tous ces enfants et petits-enfants. Vous devriez aussi penser à vous. »
Si seulement elle savait à quel point elle avait raison. Le taxi que j'avais commandé à l'avance attendait. Le chauffeur, un jeune homme avec une oreillette, m'a aidé avec ma valise. Au bureau de poste de la rue principale, s'il vous plaît, ai-je dit en montant à l'arrière. Tout le long du trajet jusqu'à la poste, j'ai regardé par la fenêtre les rues de Valbelle défiler. La ville où la plus grande partie de ma vie s'était déroulée, la ville que je quittais maintenant, peut-être pour toujours. À la poste, j'ai retiré l'argent du coffre-fort. De grosses liasses de billets soigneusement rangés dans une pochette spéciale sous mes vêtements, achetés sur une boutique en ligne pour voyageurs. Pas la solution la plus originale, mais mieux que de tout transporter dans mon sac. Maintenant à l'aéroport, s'il vous plaît, ai-je dit au chauffeur en remontant dans le taxi. L'aéroport était bruyant et bondé. J'ai enregistré ma valise, passé le contrôle des passeports et me suis retrouvée dans la salle d'attente. Un étrange sentiment d'irréalité m'a envahi. Moi, Hélène Dubois, veuve de 67 ans et grand-mère de 3 petits-enfants, assise à l'aéroport en attendant un vol pour Barcelone avec de l'argent sous mes vêtements et sans billet de retour. À 12 heures, j'ai allumé mon téléphone pour vérifier mes emails. Comme prévu, il y avait plusieurs appels manqués de Léa et même quelques-uns d'Olivier. Je n'ai pas pris la peine d'écouter les messages vocaux. Ils devaient être remplis de récriminations et d'exigences. Au lieu de cela, j'ai envoyé à Delphine un court message confirmant mon arrivée. Elle a répondu presque instantanément. J'ai hâte. J'ai acheté une bouteille de ton Kérès préféré. Tu te souviens quand on en buvait dans ce petit bar près de la plage? Bon voyage, ma chérie. J'ai souri. Delphine se souvenait que j'aimais le Kérès. Même si tant d'années s'étaient écoulées, elle était toujours attentive aux détails. Le vol a été annoncé à l'heure. Je suis montée à bord de l'avion, j'ai trouvé ma place près du hublot. Un jeune couple était assis à côté de moi, des jeunes mariés à en juger par leurs bracelets assortis et leur regard amoureux. « Vous allez souvent à Barcelone ?» m'a demandé la jeune femme, remarquant que je n'avais pas l'air aussi excitée qu'eux. « Pour la première fois depuis de nombreuses années », ai-je répondu. Mais j'y ai passé un été merveilleux il y a très longtemps. « Oh, c'est si romantique !» s'est-elle exclamée. « Ravivez des souvenirs. » On pourrait dire ça, ai-je souri. Mais plutôt pour en créer de nouveaux. Ils ont échangé un regard, pensant clairement que j'étais une vieille dame gentille et excentrique. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Ma vie n'est plus définie par les attentes des autres. Le vol s'est déroulé sans incident. J'ai même fait une sieste. Bercé par le bourdonnement monotone des moteurs. Lorsque l'avion a commencé à descendre et que la mer Méditerranée d'un bleu éclatant est apparue dans le hublot, j'ai ressenti un étrange sentiment de retour au bercail. Bien que je n'ai passé qu'un été en Espagne il y a près de 50 ans, quelque chose dans ce pays avait toujours résonné dans mon âme. À l'aéroport de Barcelone, j'ai rallumé mon téléphone. D'autres appels manquaient. Maintenant, les 2 enfants appelaient en alternance, presque sans arrêt. Ils devaient avoir trouvé ma lettre à présent. J'imaginais leur panique, leur perplexité, peut-être même leur colère. Olivier devait être le plus en colère de tous. Son plan pour obtenir mon argent avait échoué. J'ai envoyé un SMS à Delphine pour lui dire que j'avais atterri et que je serais bientôt dans le bus. Elle a répondu qu'elle me retrouverait à la gare routière. Le trajet de l'aéroport à la gare routière était flou. Tout autour de moi semblait à la fois étranger et étrangement familier. Des panneaux en espagnol, des paroles fortes, des couleurs vives. J'ai acheté un billet de bus pour Cadaqués, la petite ville balnéaire où vivait Delphine. Le bus était presque vide, ce n'était pas la saison des touristes. Je me suis assise à la fenêtre, regardant le paysage changer derrière la vitre. Barcelone, avec ses rues animées et son architecture majestueuse, cédait progressivement la place à des villes côtières baignées de verdure et de soleil. Après 3 heures, le bus est entré dans Cadaqués. La petite ville, nichée sur le rivage d'une baie, avec ses maisons blanches grimpant sur les collines et ses rues étroites et sinueuses, ressemblait exactement à mes souvenirs. C'était comme si le temps s'était arrêté ici. À la gare routière, qui n'était qu'un quai avec un auvent, j'ai vu Delphine. Elle se tenait la main au-dessus des yeux pour se protéger du soleil, me cherchant parmi les passagers qui descendaient. Je l'ai reconnue tout de suite. Malgré les années, elle n'avait pas beaucoup changé. La même silhouette élancée, la même coupe de cheveux courte, maintenant argentée au lieu de sombre, et un foulard aux couleurs vives autour du cou. « Hélène !» s'est-elle exclamée en me voyant et elle s'est précipitée vers moi les bras ouverts. Nous nous sommes étreintes et j'ai senti l'odeur familière de son parfum,
quelque chose de floral avec une pointe d'épices. Tu n'as pas changé du tout, dit-elle en s'écartant et en me regardant. Toujours la même femme française élégante. Et tu es toujours une menteuse, ai-je ri. J'ai vieilli et nous le savons toutes les deux. N'importe quoi, dit-elle. Nous avons mûri comme du bon vin. Allez. Ma voiture est sur le parking. Delphine conduisait comme elle faisait tout le reste dans sa vie. Vite et avec enthousiasme. La petite Fiat rouge a serpenté dans les rues étroites de Cadaqués, grimpant de plus en plus haut dans les collines au-dessus de la ville. Ma maison est tout en haut, a-t-elle expliqué. La vue est divine, elle vaut chaque euro que j'ai payé pour elle. La maison de Delphine s'est avérée être une petite villa blanche avec des volets bleus et une terrasse surplombant la mer. Autour, il y avait un jardin méditerranéen. Des oliviers, de la lavande, du romarin. Bienvenue dans mon petit paradis, a dit Delphine en m'aidant avec ma valise. J'espère que tu t'y plairas. À l'intérieur, la maison était aussi lumineuse et éclectique que son hôtesse. Des peintures sur les murs, évidemment l'œuvre de Delphine elle-même. Des coussins colorés sur les canapés, des livres, des figurines, des souvenirs de différents pays. Ta chambre est ici. Delphine a ouvert la porte d'une petite mais lumineuse chambre avec un balcon. Comme je l'ai promis, une vue sur la mer. Je me suis approchée du balcon et je suis restée figée d'admiration. En bas, il y avait la mer, d'un bleu éclatant, scintillant au soleil. Au loin, je pouvais voir les silhouettes des bateaux de pêche. C'est magnifique, ai-je soufflé. Et c'est ta maison maintenant, a souri Delphine. Aussi longtemps que tu le voudras. Nous nous sommes installés sur la terrasse avec des verres de Quérès, que Delphine avait, comme promis, achetés spécialement pour mon arrivée. Le soleil se couchait, colorant le ciel et la mer de teintes roses et dorées. Alors Delphine a levé son verre. À ta liberté, ma chérie. À la liberté, ai-je fait écho en trinquant avec elle. Maintenant, raconte-moi tout, a-t-elle exigé. Tu étais si réservée dans ta lettre, si typiquement française. Je veux connaître chaque détail. Alors je l'ai fait, parlant des enfants qui ne me voyaient que comme une nounou gratuite et une source d'argent. De la demande d'Olivier de renoncer à mes économies pour le fonds en fiducie de Léo. De ma décision de partir et de commencer une nouvelle vie. Bravo, s'est exclamée Delphine quand j'ai eu fini. Tu as enfin agi comme une vraie femme au lieu d'une mère et grand-mère dévouée. J'ai toujours dit que tu avais du feu en toi, Hélène. Il était juste caché trop profondément. Nous avons parlé tard dans la nuit, nous remémorant le passé, discutant du présent, faisant des plans pour l'avenir. Quand je suis finalement allée me coucher, la fatigue et le Quérès avaient fait leur effet, et je suis tombée dans un sommeil profond et sans rêve. Le matin, j'ai été réveillée par le bruit de la mer et les cris des mouettes. Pendant un instant, j'étais confuse, ne réalisant pas où j'étais. Puis tout m'est revenu. Ma fuite, Delphine, Cadaqués. Je suis restée au lit à regarder la lumière du soleil jouer sur le plafond et je me suis sentie étrangement en paix. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis réveillée sans penser à ce que je devais faire pour les autres. Aujourd'hui, je pouvais faire tout ce que je voulais. Delphine était déjà dans la cuisine à préparer le petit déjeuner. Des croissants frais de la boulangerie locale, des fruits, du café fort. Bonjour, la belle au bois dormant, s'est-elle exclamée en me voyant. Comment as-tu dormi dans ta nouvelle demeure? Étonnamment bien, ai-je admis. Après le petit déjeuner, Delphine a proposé de me faire visiter la ville. Nous avons déambulé dans les rues étroites de Cadaqués, regardé dans les petites boutiques, nous sommes assises dans les cafés de la place principale, observant la vie locale. Tout est plus lent ici, a expliqué Delphine. Les gens ne sont pas pressés. Ils profitent de la vie. J'ai soudain réalisé que pour la première fois depuis des années, je ne pensais pas autant, à devoir me dépêcher, à rencontrer quelqu'un ou à m'occuper de quelqu'un. J'étais juste ici et maintenant. Et ce sentiment me semblait un luxe presque oublié. En fin d'après-midi, nous sommes rentrés à la maison et j'ai finalement décidé d'allumer mon téléphone. 37 appels manqués. 23 d'Olivier, 14 de Léa. Et une multitude de messages allant de la panique à la colère. Maman, où es-tu? Appelle-moi maintenant. De Léa. Ce n'est pas drôle, maman. Nous sommes tous inquiets. Victor pleure. Encore de Léa. Maman, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Où as-tu disparu? Et que veux-tu dire par l'argent est avec toi? Rappelle-moi immédiatement. D'Olivier.
Le dernier message avait été envoyé il y a 1 heure. Maman, nous sommes allés à la police. Si tu lis ceci, s'il te plaît, fais-nous savoir que tu vas bien. Nous devenons fous d'inquiétude. J'ai montré les messages à Delphine. Ils sont inquiets, ai-je dit avec une note de culpabilité dans la voix. Ils sont inquiets pour l'argent, a corrigé Delphine. Surtout ton fils, à première vue. Peut-être que je devrais répondre. Juste dire que je vais bien. C'est ta décision, ma chérie. Mais souviens-toi pourquoi tu es ici. Si tu prends contact tout de suite, tout l'effet sera perdu. Je savais qu'elle avait raison. Le but de ma disparition n'était pas seulement de commencer une nouvelle vie, mais aussi de faire réaliser aux enfants que je n'étais pas seulement une ressource pratique toujours à portée de main. Tu as raison, dis-je en éteignant mon téléphone. Laissons-les s'inquiéter encore un peu. Les jours suivants, je me suis lentement adaptée à ma nouvelle vie. Delphine m'a montré son atelier d'art, une pièce lumineuse dans le grenier avec vue sur la mer. Là, elle donnait des cours aux enfants locaux et aux touristes. Tu pourrais te joindre à moi, a-t-elle suggéré. Aider avec les leçons. Après tout, tu es une ancienne enseignante. Mais j'enseignais le français, pas l'art, ai-je objecté. Delphine a reniflé. Quelle différence! L'essentiel est de savoir captiver, intéresser, et ça, on ne l'apprend pas. Soit on l'a, soit on ne l'a pas. Et tu l'as. C'est ainsi que j'ai commencé à aider Delphine dans l'atelier. Au début, je ne faisais qu'assister, préparer le matériel, mettre de l'ordre. Puis j'ai commencé à animer une partie des cours, principalement avec les touristes anglophones, qui étaient assez nombreux, même hors saison. Nous passions les soirées sur la terrasse à regarder les couchers de soleil, à parler de tout, parfois en écoutant silencieusement le bruit de la mer. À ces moments-là, je ressentais une paix et une liberté que je n'avais pas connues depuis de nombreuses années. Et mes enfants? Ils continuaient à appeler, mais de moins en moins souvent. Le ton des messages a changé, passant de la panique à la colère, puis à la perplexité, et enfin à la résignation. La police dit que tu t'es envolé pour l'Espagne volontairement, a écrit Olivier. Je ne comprends pas ce qui se passe, maman. Pourquoi fais-tu ça? J'ai trouvé ta photo à l'aéroport, a rapporté Léa. Tu es vraiment partie sans dire un mot? Comment as-tu pu? Je lisais ces messages avec un mélange de culpabilité et de satisfaction. Ils avaient enfin remarqué que j'existais, séparée de leurs besoins, que j'avais ma propre vie, mes propres désirs. Le 10e jour de mon séjour en Espagne, Delphine est revenue de la ville avec le journal local et un regard étrange. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai demandé. Ton fils, dit-elle en me tendant le journal. Il est ici. Je l'ai regardé avec perplexité, puis j'ai porté mon regard sur le journal. Sur l'une des pages intérieures, il y avait une petite annonce en anglais et en espagnol. Recherchons Hélène Dubois, 67 ans, supposée se trouver dans la région de la Costa Brava. Toute information, veuillez téléphoner. Et le numéro d'Olivier. Il n'abandonnera pas, ai-je murmuré. Il cherche l'argent, a corrigé Delphine. Pas toi. Je savais qu'elle avait raison. Olivier était persistant, non pas parce qu'il s'inquiétait pour moi, mais à cause des 150 000 € que j'avais emportés avec moi. Ce soir-là, Delphine est revenue du magasin avec des nouvelles. Il y a un Français en ville, dit-elle. Il montre ta photo, demande si quelqu'un t'a vu. Olivier, ai-je soufflé. Mon cœur battait la chamade. Il est ici. Ne t'inquiète pas. Delphine s'est assise à côté de moi et m'a pris la main. Personne ne te dénoncera. Il n'aime pas que des étrangers se mêlent des affaires des autres. De plus, tu n'es pas une criminelle. Tu es une femme adulte qui a le droit de vivre où elle veut. Mais je me sentais toujours mal à l'aise. Cadaqués est une petite ville. Tôt ou tard, Olivier pourrait tomber sur quelqu'un qui m'a vu avec Delphine. Peut-être que je devrais lui parler, ai-je suggéré. Tout lui expliquer. Si tu es prête pour ça, a hoché la tête Delphine. Mais souviens-toi pourquoi tu es ici. Ne le laisse pas te manipuler, te faire sentir coupable. J'ai hoché la tête, mais mes entrailles se sont nouées à l'idée de la confrontation à venir. Je n'avais pas vu Olivier depuis seulement 10 jours, mais j'avais l'impression que des mois s'étaient écoulés, que cette vie était dans une autre réalité. Le lendemain, Delphine est revenue de la ville avec de nouvelles informations. Ton fils séjourne à l'hôtel Mar Azul sur le front de mer. Il a fait le tour de tous les restaurants et magasins en montrant ta photo. Il dit que tu es sa mère,
que tu es malade et que tu as besoin d'aide. Malade, je me suis indignée. C'est juste de la manipulation, a conclu Delphine pour moi. Il essaie de susciter la sympathie. Ce soir-là, assise sur la terrasse, je pouvais voir les lumières de la ville en contrebas et j'ai pensé à Olivier, qui irait peut-être dans les mêmes rues que Delphine et moi cet après-midi-là. Me cherchant l'argent. Le téléphone a de nouveau sonné. Olivier. J'ai failli décider de répondre, mais au dernier moment, j'ai rejeté l'appel. Un message est immédiatement arrivé. Maman, je sais que tu es à Cadaqués. S'il te plaît, parlons. Je m'inquiète pour toi. Inquiet? Bien sûr qu'il l'est. S'il était inquiet, il n'aurait pas exigé que je renonce à toutes mes économies pour son fils. S'il était inquiet, il aurait remarqué à quel point j'étais fatiguée de m'asseoir avec mes petits-enfants au lieu de le prendre pour acquis. Mais une partie de moi, la partie qui a toujours été une mère avant tout, a répondu à cette phrase. Peut-être qu'il est vraiment inquiet. Peut-être que ma disparition l'a fait reconsidérer ce qu'il ressentait pour moi. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir pendant longtemps, écoutant le bruit de la mer et pensant à mon fils, qui était maintenant quelque part très près de moi dans la même petite ville, me cherchant, ainsi que l'argent, bien sûr. Surtout l'argent. La lumière du matin filtrait à travers les stores, colorant la pièce de ton doré et doux. Je me suis réveillée au son du téléphone. Un autre appel d'Olivier, le 3e ce matin, et il n'était que 8 heures. Hier, il avait appelé 28 fois. La veille, 32. La persistance de mon fils ne connaissait pas de limite. Je n'ai pas répondu. Je n'allumais mon téléphone qu'une fois par jour pour vérifier les messages, puis je l'éteignais à nouveau. Delphine pensait que je devrais changer complètement de numéro, mais je n'étais pas prête à couper tout contact avec ma vie passée. Il n'abandonnera pas, dit Delphine en entrant dans la chambre avec une tasse de café. Je l'ai vu hier devant la poste. Il montrait ta photo au facteur. Et qu'a dit le facteur? Qu'il ne t'avait jamais vu. Elle sourit. Antonio est un vieil ami. Il ne te trahirait pour personne, même s'il livrait des lettres directement à notre porte. C'était l'avantage d'une petite ville. Tout le monde se connaissait, et un étranger posant trop de questions ne suscitait que méfiance et silence. Il est ici depuis 2 semaines, soupirai-je. Il devra bien retourner en France un jour. Il a un travail, une famille. Oui, mais pendant qu'il est ici, nous ferions mieux d'être prudentes. Delphine s'assit sur le bord du lit. Pas de promenade sur le front de mer, pas de visite dans les cafés du centre-ville. Heureusement que mon atelier est en périphérie. J'ai hoché la tête. Depuis près d'1 mois, je vivais dans cette petite ville méditerranéenne, et chaque jour était une découverte. Au début, Delphine et moi nous contentions de nous promener, d'explorer le quartier, de visiter les marchés locaux et les musées. Puis j'ai commencé à l'aider à l'atelier d'art, d'abord avec les tâches administratives, puis avec les cours pour les enfants anglophones. J'adorais à nouveau travailler avec les enfants, non pas comme une grand-mère qui devait s'occuper de ses petits-enfants, mais comme un mentor pour les aider à découvrir leur potentiel créatif. Les enfants venaient à l'atelier les yeux brillants, pleins d'enthousiasme et de curiosité. Ils ne prenaient pas mon aide pour acquise. Ils me remerciaient, posaient des questions, partageaient leurs pensées. Tu t'épanouis, Hélène, remarqua un jour Delphine en me regardant aider une petite fille à mélanger de la peinture pour créer la nuance parfaite de turquoise. Quand tu es arrivée, tu avais ce regard si fatigué. Maintenant, tes yeux brillent. Je sentais moi-même le changement. C'était comme si un lourd fardeau m'avait été enlevé des épaules. Un fardeau de responsabilité constante, d'être toujours disponible, toujours prête à mettre de côté mes projets pour les besoins de mes enfants et petits-enfants. Ici, à Cadaqués, je pouvais simplement être moi-même. Hélène, pas une mère, pas une grand-mère, pas une veuve, juste une femme avec ses propres intérêts et désirs. J'ai même commencé à dessiner, maladroitement, en amateur, mais avec un plaisir que je n'avais pas connu depuis le lycée. Delphine m'expliquait patiemment les bases de la composition, du travail des couleurs et des différentes techniques. Tu as le sens de la couleur, dit-elle en regardant mes premières esquisses à l'aquarelle. Il faut juste que tu apprennes à faire confiance à ton intuition. Au-delà de la peinture, j'ai découvert la joie des choses simples. De longues promenades sur la plage à l'aube, quand il n'y avait personne, la lecture de livres dans un hamac sous un olivier, la préparation de plats locaux à partir de recettes partagées par les voisins de Delphine. La seule chose qui gâchait cette idylle étaient les appels constants d'Olivier et les pensées sur la façon dont Léa et les petits-enfants allaient, surtout les petits-enfants.
Le téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Léa. Elle appelait moins souvent qu'Olivier, généralement 1 ou 2 fois par jour. Et les messages de sa part étaient différents, moins exigeants, plus confus. Maman, je ne comprends pas pourquoi tu es partie si soudainement. Les enfants te manquent. Victor n'arrête pas de demander quand mamie reviendra. S'il te plaît, appelle. Contrairement à Olivier, Léa semblait vraiment me manquer. Pas seulement mon aide avec les enfants. Ou peut-être que je voulais juste le croire. C'est Léa au téléphone, dis-je à Delphine. Tu vas répondre. J'ai secoué la tête. Ce n'était pas encore le moment. Après le petit déjeuner, nous sommes allés à l'atelier. Aujourd'hui, c'était un cours pour les enfants locaux, un groupe de 6 garçons et filles de 7 à 10 ans. Je ne parlais pas assez bien l'espagnol pour enseigner, mais je pouvais aider avec le matériel, montrer des techniques. La journée a filé. Le soir, en rentrant, nous sommes passés par la place principale et nous avons vu Olivier. Il était assis dans un café, regardant quelque chose sur son téléphone, l'air fatigué et renfrogné. Je me suis instinctivement retirée dans l'ombre, bien qu'il regarde de l'autre côté et ne m'aurait probablement pas remarqué. Ton fils a l'air épuisé, remarqua Delphine. Il est têtu, dis-je. Il a toujours été comme ça. Une fois qu'il a une idée en tête, il n'en démord pas. Je me demande ce qui le motive le plus. L'inquiétude pour sa mère ou le désir de récupérer l'argent. Je n'ai pas répondu. C'était une question qui me tourmentait. Je voulais croire qu'Olivier me cherchait par amour, par inquiétude. Mais son insistance, ses messages en colère me disaient le contraire. Mère, je ne comprends pas comment tu as pu faire une chose pareille. Cet argent était nécessaire pour l'avenir de Léo. Ton petit-fils, comment as-tu pu être si égoïste? Égoïste. Ce mot me blessait le plus. Toute ma vie, j'ai mis les besoins de mes enfants avant les miens. J'ai renoncé à des opportunités de carrière, à des voyages, à mes propres intérêts pour eux. Et maintenant que j'avais fait quelque chose pour moi pour la première fois, j'étais égoïste. À la maison, j'ai allumé mon téléphone pour vérifier mes messages. 15 appels manqués d'Olivier, 2 de Léa, et un message d'elle. Maman, j'ai parlé à un psychologue de notre situation. Il m'a aidé à réaliser quelque chose. Il semble qu'Olivier et moi t'avons prise pour acquise pendant longtemps. Pardonne-nous. S'il te plaît, fais-moi savoir que tu vas bien. J'ai relu le message plusieurs fois. Léa était allée voir un psychologue et admettait qu'il m'avait maltraitée. C'était si peu ressemblant à ma fille pratique, toujours sûre d'elle. Quelque chose s'est passé, demanda Delphine, remarquant mon expression pensive. Je lui ai montré le message. Des progrès. Elle a hoché la tête. On dirait que ta fille commence à comprendre. Et Olivier est toujours en colère, soupirai-je. Il est toujours plus difficile pour les hommes d'admettre leurs erreurs, dit Delphine philosophiquement. Surtout quand il s'agit de leur mère. Mais il comprendra aussi. Avec le temps. Le temps. J'avais beaucoup de temps maintenant. Pas d'horaire, pas d'engagement, pas besoin de m'adapter au plan des autres. Le lendemain matin, en sortant sur le balcon avec une tasse de thé, j'ai vu une enveloppe dans la boîte aux lettres près du portail. Étrange. D'habitude, le courrier arrivait plus tard. Delphine, tu attends une lettre? Ai-je demandé en descendant à la cuisine. Non. Pourquoi? Il y a une enveloppe dans la boîte. Nous sommes allés ensemble au portail. L'enveloppe m'était adressée. Hélène Dubois était écrit de l'écriture familière de Léa. Comment a-t-elle connu l'adresse, me suis-je demandé. Petite ville, haussa les épaules Delphine. Quelqu'un aurait pu le lui dire, ou elle suivait son frère. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite et plusieurs photos. Victor et Chloé au parc, à la plage, à la table de fête. Chère maman, je ne sais pas si tu recevras cette lettre. J'espère que oui. J'ai longtemps réfléchi à ce que je devais te dire, à la façon d'expliquer mes sentiments. Olivier pense que je devrais exiger ton retour. Parler de ta responsabilité. Mais je ne suis plus d'accord avec lui. Après ton départ, j'ai dû repenser à beaucoup de choses. Le psychologue m'a aidé à voir comment Olivier et moi t'avons traité toutes ces années. Nous avons pris ton aide, ton temps, ton amour pour acquis. Nous pensions que tu n'existais que pour nous. Nous n'avons jamais pensé à tes désirs, à tes rêves. Je suis désolée, maman. Je suis désolée pour toutes les fois où je t'ai laissé les enfants à l'improviste. Pour toutes les fois où j'ai ignoré tes projets,
pensant qu'ils étaient moins importants que les miens. Pour n'avoir jamais dit merci assez souvent. Les enfants te manquent. Je t'envoie quelques photos pour que tu puisses les voir grandir. Victor a gagné le concours de mathématiques de l'école. Chloé a appris à nager sans brassard. Ils demandent souvent de tes nouvelles. Je leur dis que mamie voyage, découvre le monde, qu'elle le mérite. Je ne te demande pas de revenir. Fais-moi juste savoir. Que tu vas bien, que tu es heureuse. C'est tout ce qui compte. Avec amour, Léa. Je me suis affaissée sur le banc près du portail, sentant les larmes me monter aux yeux. C'était exactement la confession que j'attendais inconsciemment depuis toutes ces années. La reconnaissance que je n'étais pas seulement une mère et une grand-mère, mais un être humain avec ses propres besoins et désirs. Tout va bien, demanda Delphine en s'asseyant à côté de moi. Je lui ai tendu silencieusement la lettre. Elle l'a lue et a hoché la tête. C'est une bonne lettre, sincère. Ta fille a vraiment réalisé ses erreurs. Oui, ai-je convenu, regardant les photos des petits-enfants. Ils avaient tellement grandi ce mois-ci. Ou est-ce que cela me semblait juste ainsi? Je dois lui répondre. Bien sûr, Delphine me serra la main. Mais prends ton temps. Pense à ce que tu veux dire. Je ne suis pas allée à l'atelier ce jour-là. Je suis restée à la maison à relire la lettre de Léa, à regarder les photos, à réfléchir à ma décision de partir. Je ne le regrettais pas. Ces semaines en Espagne m'avaient donné un sentiment de liberté et d'estime de moi que je n'avais pas connu depuis des décennies. Mais penser à mes petits-enfants, à la façon dont ils grandiraient sans moi, provoquait un pincement au cœur. Le soir, assise sur la terrasse avec un verre de vin, j'ai décidé de vérifier mon téléphone. Les appels d'Olivier continuaient. Il avait appelé 23 fois aujourd'hui. Mais il y avait aussi un nouveau message de Léa. J'espère que tu as reçu ma lettre. Olivier est toujours en Espagne. Il ne sait pas que je t'ai écrit. Il est tellement obsédé par l'argent qu'il ne voit pas l'essentiel. Pardonne-le, mère. C'est plus difficile pour lui de comprendre. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas encore prête. Mais je sentais déjà que je pourrais le faire bientôt. Le lendemain, Delphine est revenue de la ville avec des nouvelles. Ton fils va partir, dit-elle. Je l'ai entendu dire au café qu'il devait retourner en France. Quelque chose à voir avec son travail. Il abandonne, me suis-je demandé. Je ne pense pas. Plutôt une retraite stratégique. Peut-être qu'il a réalisé qu'il ne pouvait arriver à rien par la poursuite directe. La nouvelle du départ imminent d'Olivier m'a procuré des sentiments mitigés. D'un côté, je pouvais respirer plus librement sans craindre de le croiser dans les rues. De l'autre, j'étais étrangement déçue qu'il parte sans me parler, sans essayer de comprendre mes motivations. Tu voulais le rencontrer avant qu'il ne parte? Demanda Delphine, observant attentivement ma réaction. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Une partie de moi veut s'expliquer, mais l'autre partie c'est qu'il n'est pas prêt à écouter. Il est encore trop en colère. Ce soir-là, j'ai décidé de me promener en ville pour la première fois sans Delphine. Olivier devait être à l'aéroport à présent, d'après ce que mon ami m'avait dit. Cadaqués était particulièrement belle le soir, avec les lumières se reflétant dans l'eau sombre de la baie, une légère brise venant de la mer, des gens se promenant tranquillement le long de la promenade ou assis dans les cafés en plein air. Je marchais, profitant de l'atmosphère, quand soudain j'ai remarqué Olivier de l'autre côté de la rue. Il était appuyé contre la balustrade de la promenade et regardait la mer. Je me suis figée, ne sachant que faire. M'approcher? Me cacher? Il avait l'air pensif, presque triste. À ce moment-là, un homme s'est approché de lui, un local, à en juger par ses gestes. Ils ont parlé de quelque chose, et Olivier lui a montré quelque chose sur son téléphone, probablement une photo de moi. L'homme a secoué la tête. Olivier a soupiré, haussé les épaules et a continué son chemin sur la digue. Je l'ai suivi avec précaution, en gardant mes distances. Il s'est arrêté à un petit café, s'est assis à une table, a commandé quelque chose. Il a sorti son téléphone portable, a longuement fixé l'écran, puis a composé un numéro. Un instant plus tard, mon téléphone, que je tenais à la main, a sonné. J'ai rapidement rejeté l'appel, mais mon cœur battait la chamade. Olivier a posé le téléphone sur la table, passant la main sur son visage. Il y avait tant de fatigue dans ce geste, tant de frustration que cela m'a mis mal à l'aise. Il avait l'air vieilli, hagard. J'ai fait quelques pas vers lui, mais je me suis arrêtée. Non, pas encore. D'abord, il doit réaliser ce qu'il a fait.
Il doit comprendre pourquoi je suis partie. J'ai fait demi-tour et je me suis éloignée rapidement avant qu'il ne puisse me voir. Tout le long du chemin jusqu'à la maison de Delphine, j'ai eu un sentiment étrange, un mélange de culpabilité pour la souffrance de mon fils et une forte conviction que j'avais fait ce qu'il fallait. À la maison, j'ai raconté la rencontre à Delphine. Tu as bien fait de ne pas y aller, a-t-elle acquiescé. Laisse-le réfléchir. À en juger par ce que ta fille écrit, il commence à comprendre. Tu crois? Ai-je demandé avec hésitation. J'en suis sûre. Sinon, il n'aurait pas l'air si perdu. Le lendemain, Olivier est effectivement parti. Delphine l'a confirmé en parlant à l'hôtel où il séjournait. Mais les appels n'ont pas cessé. Maintenant, il appelait de France, tout aussi insistant, presque désespéré. Et 3 jours plus tard, une autre lettre est arrivée, cette fois d'Olivier. Elle était plus courte que celle de Léa, et écrite avec une difficulté apparente. L'écriture était inégale, certains mots étaient barrés. Mère, je suis rentrée en France sans t'avoir trouvé, mais je sais que tu es quelque part à Cadaqués. Je t'ai vu hier soir sur le front de mer. Tu m'as suivi puis tu es parti. Je ne comprends pas pourquoi tu ne t'es pas approché. Pourquoi tu m'évites? Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Que ai-je fait de si terrible? Léa dit que nous t'avons prise pour acquise. Que nous n'avons jamais pensé à tes sentiments. Peut-être qu'elle a raison. Mais est-ce une raison pour abandonner sa famille? Est-ce une raison pour prendre l'argent qui pourrait assurer l'avenir de ton petit-fils? Je suis en colère contre toi, maman, mais tu me manques aussi. Et franchement, je commence à comprendre ce que tu as ressenti quand je suis venue exiger l'argent. Je ne voulais pas que ça sonne comme une exigence. C'est juste que Delphine et moi avons des problèmes. De sérieux problèmes. Et je ne savais pas comment demander de l'aide. Reviens, maman. Ou au moins, appelle-moi. Parlons. Olivier. J'ai lu la lettre plusieurs fois. Olivier m'avait vu sur le front de mer, donc je n'avais pas été aussi prudente que je le pensais. Mais l'important, c'est qu'il commençait à comprendre. Il commençait à réaliser sa culpabilité. Pas complètement, encore avec du ressentiment et de la colère. Mais la glace était brisée. Qu'est-ce que tu vas faire? M'a demandé Delphine quand je lui ai montré la lettre. Je pense qu'il est temps de leur répondre, ai-je dit. Mais pas de revenir. Ce n'est pas encore le moment. Je suis d'accord, a-t-elle acquiescé. Montre-leur que tu vas bien, que tu es heureuse, mais ne te presse pas de reprendre le droit chemin. Je me suis assise à table et j'ai sorti du papier et un stylo. Il était temps de faire savoir aux enfants que j'allais bien, que j'étais vivante et en bonne santé, et que leur attitude envers moi devrait changer s'ils voulaient que je revienne dans leur vie. Cela faisait 3 mois que je m'étais échappée de Valbelle. 3 mois de ma nouvelle vie en Espagne, 3 mois pendant lesquels j'avais l'impression d'avoir vécu plus que pendant les 5 années précédentes. Cadaqués s'était transformé à l'automne. Les touristes étaient partis, laissant la ville à ses vrais habitants. La mer était devenue plus sombre, plus profonde, plus maussade. Le matin, le brouillard s'installait parfois sur la côte, enveloppant les bateaux de pêche d'une brume fantomatique. J'aimais cette atmosphère méditative plus que l'agitation de l'été. Après le départ d'Olivier, j'ai envoyé de courtes lettres aux enfants. À Léa, j'ai écrit plus chaleureusement, la remerciant pour sa compréhension, lui parlant un peu de ma vie ici, joignant quelques-unes de mes esquisses à l'aquarelle. À Olivier, j'ai écrit plus sobrement, mais sans froideur. Je lui ai confirmé que tout allait bien pour moi, que je ne lui en voulais pas, mais que j'avais besoin de temps pour moi. Ils ont réagi différemment à ces lettres. Léa a envoyé de nouvelles photos de ses petits-enfants dans une longue lettre sincère dans laquelle elle me disait comment elle avait changé sa vision de notre relation. Elle a écrit que maintenant elle conduisait elle-même les enfants à tous les cours, ne le déléguant pas aux voisins et aux connaissances. Elle a commencé à valoriser son propre temps libre et celui des autres. D'Olivier est venu un court message électronique. Merci d'avoir écrit. Content que tu ailles bien. Nous étions inquiets. Ces appels sont devenus moins fréquents, peut-être 1 fois par semaine au lieu de 30 fois par jour. Je n'avais toujours pas répondu, mais j'y pensais déjà. J'attendais juste le bon moment. Ma vie à Cadaqués a pris un rythme agréable. Le matin, je me promenais le long du rivage, regardant les pêcheurs revenir de leur pêche nocturne. Puis je prenais mon petit déjeuner avec Delphine sur la terrasse, si le temps le permettait. 3 jours par semaine, je travaillais dans son atelier d'art. À ma grande surprise, j'aimais enseigner aux enfants non seulement l'anglais, mais aussi les bases du dessin. Les jours de congé,
je me promenais dans les environs avec un carnet de croquis, essayant de capturer la beauté de la région. Je n'étais pas très douée, mais Delphine disait que j'avais mon propre style, naïf mais sincère, comme elle le disait. Nous nous asseyions souvent sur la terrasse le soir, regardant le coucher de soleil, sirotant du vin et discutant de tout, de la politique à l'art en passant par la philosophie et les souvenirs de notre jeunesse. Tu sais, Hélène, dit un jour Delphine, tu as changé en ces mois. Quand tu es arrivée, tu étais si raide, si peu sûre de toi. Maintenant, regarde-toi. J'ai souri. Elle avait raison. Je me sentais plus jeune, plus libre, plus confiante. J'avais même changé extérieurement, bronzée par le soleil méditerranéen, laissant mes cheveux pousser un peu plus longtemps que d'habitude, troquant mes vêtements anglais conservateurs contre des vêtements plus vifs et plus amples. C'est toute ton influence, ai-je répondu. Tu as toujours été si vivante. Non, ma chérie. Delphine secoua la tête. C'est tout toi. Je t'ai juste montré la porte. C'était à toi de la franchir. Fin octobre, j'ai reçu une lettre de l'avocat que j'avais engagé au début de mon aventure espagnole. Je lui avais demandé de trouver une organisation caritative pour les personnes âgées et d'élaborer un plan me permettant de leur transférer une partie de mes économies en échange d'une petite rente viagère. L'avocat a écrit qu'il avait trouvé une option idéale, la fondation L'Âge d'Argent, spécialisée dans l'aide aux personnes âgées victimes de violences psychologiques de la part de leurs proches. Il proposait un plan dans lequel je leur donnais 100 000 € et en retour, je recevais une allocation mensuelle de 800 € pour le reste de ma vie. Le reste de l'argent, environ 50 000 €, resterait à ma disposition. C'était exactement ce que je cherchais. Assez d'argent pour une vie modeste en Espagne. La vie était moins chère ici qu'en France. Et en même temps, mon argent allait à une bonne cause, aidant des personnes âgées comme moi à échapper à des relations familiales toxiques. J'ai signé tous les papiers et les ai renvoyés à Paris. Lorsque la confirmation est arrivée que le contrat était entré en vigueur, je me suis sentie étrangement soulagée, comme si le dernier film liant à ma vie passée avait été coupé. Le soir même, assise sur la terrasse et admirant un coucher de soleil particulièrement beau, j'ai entendu une mélodie familière. Mon téléphone sonnait. Le nom d'Olivier est apparu à l'écran. D'habitude, je regardais simplement l'appel s'éteindre. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. J'étais prête à parler, prête à expliquer, prête à peut-être commencer à construire une nouvelle relation, non pas en tant que mère et fils, mais en tant que deux adultes qui se respectent. J'ai décroché le téléphone et appuyé sur le bouton vert. Maman. La voix d'Olivier était si surprise que j'ai souri. Il ne s'attendait manifestement pas à ce que je réponde. Maman, c'est toi? Bonjour, Olivier, dis-je calmement. Oui, c'est moi. Oh mon Dieu, tu as enfin répondu, s'exclama-t-il. J'avais perdu espoir. Comment vas-tu? Où es-tu? Quand rentres-tu à la maison? Tant de questions à la fois. C'est ainsi que je me souvenais de lui. Toujours impatient, toujours pressé. Je vais bien, ai-je répondu. Je vis en Espagne, dans une petite ville au bord de la mer. Je ne prévois pas de rentrer. Tu ne prévois pas de rentrer. Il hésita. Mais pourquoi? Maman, nous te manquons tous. Léo grandit si vite. Tu rates tout. Et Léa dit que Victor et Chloé demandent tout le temps de tes nouvelles. Mes petits-enfants me manquent aussi, ai-je admis, mais j'ai besoin de ce temps pour moi, Olivier. Le temps de réaliser qui je suis au-delà d'être une mère et une grand-mère. Mais il hésita de nouveau, cherchant apparemment ses mots. Tu as toujours été une mère. La meilleure des mères. Pourquoi voudrais-tu être autre chose? Voilà. C'est cette attitude qui m'a fait partir. Pour lui, je n'étais qu'une mère. Une fonction, un rôle, pas une personne avec ses propres désirs et besoins. Parce que je ne suis pas seulement une mère, Olivier, dis-je aussi doucement que possible. Je suis Hélène Dubois, une femme qui aime peindre des aquarelles, lire des romans historiques, se promener au bord de la mer à l'aube, une femme qui a des rêves et des projets, une femme qui veut vivre sa propre vie. Il y eut une pause. Je pouvais entendre sa respiration lourde, comme s'il retenait une émotion. Je n'y ai jamais pensé de cette façon, dit-il finalement. Pour moi, tu as toujours été juste. Maman. Point. Je sais, répondis-je sans reproche. Et c'est pourquoi j'ai dû partir, pour vous faire tous réaliser que je n'existe pas seulement pour vous. Il y eut une autre pause. Puis il demanda d'un ton différent, professionnel, tendu. Et l'argent, maman? L'argent que tu as emporté avec toi. Oh, voilà.
C'était l'argent qui l'intéressait le plus. Je m'en suis occupé, Olivier, dis-je calmement. Tu t'en es occupé. Sa voix monta. Que veux-tu dire par occupé? Tu l'as dépensé? Tout. Non, je ne l'ai pas dépensé. Je l'ai placé dans une organisation caritative qui aide les personnes âgées qui souffrent de violences psychologiques de la part de leurs proches. Quoi? Il semblait stupéfait. Quelle violence psychologique? Maman, de quoi parles-tu? Ce qui se passait dans notre famille depuis des années, répondis-je, en essayant de parler doucement mais fermement. Toi et Léa me preniez pour acquise. Vous utilisiez mon temps, mon énergie, mon amour, et ne pensiez jamais à ce que je voulais pour moi. Et quand j'ai refusé de vous donner la dernière chose qu'il me restait, mes économies, vous m'avez traité d'égoïste. Je n'ai pas, commença-t-il, mais il s'arrêta. Puis il dit plus bas. Peut-être que tu as raison. Léa a dit quelque chose comme ça, que nous te prenions pour acquise. Cette admission, bien qu'incomplète, me surprit. Peut-être qu'Olivier avait commencé à réaliser quelque chose pendant ces mois. Et maintenant, demanda-t-il après une pause. Et l'argent? Tu dis que tu l'as mis dans un fonds. Oui, confirmai-je. La plus grande partie. En échange, le fonds me versera une petite allocation mensuelle, suffisante pour une vie modeste ici en Espagne. Donc, tu ne prévois vraiment pas de rentrer? Il y avait tant de confusion dans sa voix que j'ai eu pitié de lui. Pas encore, Olivier. Je suis bien ici. J'ai trouvé du travail, des amis, des passe-temps. Pour la première fois depuis des années, je me sens libre. Libre. Mais et nous? Et les petits-enfants? Je ne disparais pas de votre vie pour toujours, dis-je doucement. Je ne vivrai plus pour vous. Je ne sacrifierai pas mes intérêts, mon temps, mon argent. Si vous me voulez dans votre vie, ce sera à mes conditions. Comme quelqu'un qui mérite le respect et qui a le droit de prendre ses propres décisions. Il y eut une longue pause. Je pouvais entendre Olivier respirer lourdement, comme s'il essayait de maîtriser ses émotions. Tu as vraiment donné tout l'argent à ce fonds, demanda-t-il enfin. La plus grande partie, répétai-je. C'était ma décision, Olivier. Mon droit d'utiliser ce que j'avais gagné. Mais c'était aussi l'argent de papa, s'exclama-t-il avec une ferveur soudaine. C'était pour la famille. Non, Olivier, dis-je fermement. C'était mon argent et celui d'Albert, nos économies, que nous avions accumulées toute notre vie. Et Albert n'a jamais dit que c'était pour la famille. Il voulait que je sois à l'abri du besoin à sa mort, que je puisse avoir une vie décente. Et tu appelles ça une vie décente? Il y avait de l'amertume dans sa voix. Fuir ta famille, te cacher dans un village espagnol. Oui, Olivier, répondis-je calmement. C'est une vie décente. Une vie dans laquelle je décide quoi faire de mon temps, de mon argent, de mon amour. Une vie dans laquelle je suis respectée en tant que personne, pas utilisée comme une babysitter gratuite et un distributeur de billets. Mes mots semblèrent enfin faire mouche. Il y eut une longue pause, après quoi Olivier parla d'un ton différent, calme, presque coupable. Mère, je ne voulais pas que tu te sentes comme ça. Je ne voulais pas que tu penses que nous t'utilisions. Je sais que tu ne le voulais pas, dis-je doucement. Mais c'est ainsi. Vous avez tous les deux, toi et Léa, beaucoup à repenser. Réalisez que les parents ne sont pas une ressource gratuite pour toujours. Que nous avons nos propres vies, nos propres rêves, nos propres désirs. Léa semble l'avoir compris, dit-il. Elle en parle beaucoup, de la façon dont nous t'avons prise pour acquise, dont nous n'avons jamais pensé à tes sentiments. Et toi, Olivier, tu comprends? Il y eut à nouveau une pause. Puis il soupira. Je crois que je commence à comprendre, surtout après ce que tu as dit sur l'organisation caritative. Ça, c'était comme une gifle, une révélation. Tu pensais vraiment que nous te maltraitions émotionnellement. J'ai hésité. Le terme était peut-être trop dur, mais en substance, oui, c'est ce qui se passait depuis des années. Peut-être pas consciemment, dis-je finalement. Mais le résultat était exactement celui-là. Je me sentais utilisée, non désirée, invisible, comme si ma seule valeur résidait dans ce que je pouvais faire pour vous. Je suis désolé, maman, dit-il, et il y avait une sincérité dans sa voix que je n'avais pas entendue depuis des années. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas pensé, je n'ai pas réalisé. Tu le fais maintenant, ai-je terminé doucement. Et c'est l'essentiel.
Nous avons encore parlé de Léo, de Delphine, de son travail. Il a même mentionné les problèmes financiers. Pas en passant, pas en détail, mais reconnaître leur existence était un pas important. Avant de se dire au revoir, il a demandé « Maman, est-ce que tu reviendras un jour ?» Je ne sais pas, Olivier, ai-je répondu honnêtement. Peut-être un jour, mais pas pour de bon. Peut-être que je viendrai rendre visite, voir mes petits-enfants. J'aimerais ça, dit-il doucement. J'aimerais venir te rendre visite, voir comment tu vis, rencontrer tes amis. La suggestion m'a surprise. Olivier avait toujours été si autosuffisant, si concentré sur sa propre vie que l'idée de son intérêt pour ma nouvelle réalité semblait étrange. Bien sûr, ai-je répondu. Tu peux venir quand tu seras prêt. Merci, maman, dit-il. Et, pardonne-moi pour tout. Je suis restée longtemps assise sur la terrasse par la suite, regardant les étoiles, qui semblaient particulièrement brillantes ici, loin des lumières de la ville. Delphine m'a rejointe, apportant une bouteille de Kérès et 2 verres. À en juger par ton visage, la conversation s'est bien passée, dit-elle en versant le liquide doré. Mieux que ce à quoi je m'attendais, ai-je admis. Je crois qu'il commence vraiment à comprendre. Quoi donc? Que je ne suis pas seulement sa mère. Que j'ai droit à ma propre vie. Bravo. Delphine leva son verre. Au nouveau départ et aux anciennes fins. Nous avons trinqué et bu une gorgée chacune. Le Kérès était doux, avec un léger arrière-goût, tout comme la conversation d'aujourd'hui. Tu sais, dis-je en regardant la mer sombre en contrebas. Quand j'ai quitté la France, je pensais que je fuyais quelque chose. Les exigences des enfants, le sentiment d'être utilisé, le vide de ma vie. Mais maintenant, je réalise que je courais en fait vers quelque chose. La vraie moi, la vie que j'ai toujours voulu mais que j'avais peur d'admettre, même à moi-même. Mieux vaut tard que jamais, dit Delphine philosophiquement. Certaines personnes vivent toute leur vie sans savoir qui elles sont vraiment. Tu penses, demandai-je en me tournant vers elle, que je pourrais un jour revenir? Pas de façon permanente, bien sûr. Juste leur rendre visite, faire partie de leur vie, mais à mes propres conditions. Bien sûr que tu peux, répondit-elle avec confiance. Mais seulement quand ils comprendront et accepteront vraiment ton indépendance, quand ils cesseront de te voir uniquement comme une ressource pratique, quand ils apprendront à respecter tes limites. Olivier a proposé de venir ici, dis-je avec un sourire. Pour te rencontrer, pour voir ma nouvelle vie. Oh là là, s'exclama Delphine avec un geste théâtral de la main. C'est déjà un progrès. Peut-être qu'il n'est pas aussi désespéré que nous le pensions. Nous avons ri, et soudain, j'ai ressenti une légèreté, une libération que je n'avais jamais ressentie de ma vie. C'était comme si le dernier poids avait été enlevé de mes épaules.